Donc, je vais essayer de parler d'anglicisation et de politique publique de l'enseignement supérieur en Europe. Voilà, maintenant que je suis dans le champ de la caméra, je vais pouvoir m'exprimer. En fait, j'ai prévu un diaporama, je n'utiliserai pas le terme de PowerPoint, relativement long, que je n'utiliserai pas en entier. Je vais utiliser simplement deux diapos. Le reste, je vais en parler. J'ai fait en fait une liste relativement exhaustive de problèmes qui sont que l'on peut identifier dans les formations anglicisées. Alors, ayant été très intéressé par l'intervention du professeur Terashima, je pense qu'il n'est pas mauvais d'ajouter à tout ce qu'il a dit un certain nombre de problèmes que l'on peut identifier lorsque lorsque les universités se lancent dans l'enseignement en anglais, dans l'enseignement de cursus en anglais. Donc la liste est relativement longue, mais je pense qu'il n'est pas mauvais de la voir ensemble. Un des problèmes les plus fréquents, c'est que le niveau de connaissance de l'anglais par les enseignants est souvent insuffisant pour des cours de haut niveau. Et ça, on le constate en Europe, même dans les pays nordiques, où le niveau en anglais est censé être particulièrement élevé. Mes exemples portent uniquement sur l'Europe. C'est là-dessus, c'est dans ce secteur-là où j'ai pu recueillir suffisamment de données. Je profite d'ailleurs de mon séjour au Japon pour élargir le corpus de tout ce que je peux recueillir sur la question de l'anglicisation. Le niveau de connaissance de l'anglais peut être relativement correct, même quand le niveau de connaissance de l'anglais parmi les enseignants est considéré comme correct. Les cours sont récités, les échanges avec les étudiants sont limités et ont lieu souvent dans une langue approximative. La perte d'information dans la transmission des connaissances est souvent considérable. Les cursus en anglais attirent des étudiants étrangers dont le niveau en anglais est insuffisant. Ça, c'est un constat qui a été fait dans plusieurs cas de figure, c'est-à-dire notamment en Allemagne et en Suisse, où il y a un accueil important d'étudiants étrangers. On peut noter aussi que le niveau en anglais des étudiants locaux qui participent à des cursus anglicisés n'est pas nécessairement très élevé, mais ce qui se passe souvent, c'est que les critères qui sont appliqués, les critères de connaissance en anglais qui sont appliqués aux étudiants nationaux, disons, sont souvent plus élevés que ceux appliqués aux étudiants étrangers, pour la bonne et simple raison que les étudiants étrangers sont souvent payants et que l'on préfère naturellement avoir l'argent des étudiants, même si ils ne sont pas de bon niveau. Pour le recrutement d'enseignants dans les filières anglicisées, la compétence linguistique passe avant la compétence scientifique et professionnelle, notamment quand sont embauchés des enseignants anglophones. La question a été très bien présentée par le professeur Terashima. La formation à la langue du pays d'accueil introduite en complément est marginalisée. Alors, la plupart des cursus qui se déroulent en anglais ajoutent une formation à la langue nationale, à la langue locale, disons, à la langue du pays. Ça peut être plus ou moins obligatoire, ça peut être également plus ou moins évalué. On constate dans la plupart des cas que c'est un enseignement qui est marginalisé pour une simple raison, enfin il y en a pas mal, mais en tout cas pour une raison forte, c'est que les étudiants ne s'intéressent pas à cet enseignement et que bien souvent, d'ailleurs,
Ils n'ont pas le temps, hein, tout simplement, de s'y consacrer, parce que apprendre dans une langue étrangère, ça prend du temps, hein, et ils n'ont plus de temps suffisant pour ensuite apprendre la langue du pays. Alors, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. On peut rajouter plusieurs points. La polarisation sur l'anglais se fait souvent aux dépens des autres langues. Alors là, c'est le problème naturellement du français, de l'allemand, et aussi de l'ouverture internationale des universités. Les étudiants abandonnent, ce qui est paradoxal, hein, les étudiants abandonnent l'apprentissage d'autres langues, n'ont pas le temps de les apprendre. Pour les étudiants nationaux, c'est en fait un frein à la mobilité. Hein. Ils estiment que lorsqu'ils vont suivre un enseignement ou s'inscrire dans un cursus anglicisé, ben pour eux, ça tient lieu de mobilité. Hein. Ils effectuent leur mobilité sur place, si l'on peut dire. Pour les pays ayant des langues de large diffusion, la mise à l'écart de cette langue, hein, ou sa dévalorisation d'ailleurs, contrecarre les efforts faits pour développer la diffusion et le prestige de cette langue dans le monde. Dans un article récent d'une collègue de mon université et d'une collègue chinoise, portant sur des étudiants chinois issus de filières germanophones. Hein. Il y a une filière germanophone, par exemple, à l'université Tongji de Shanghai. Ces étudiants, donc formés en allemand, vont ensuite en Allemagne et ils font leurs études en anglais. Alors, ce qui effectivement ne va pas tout à fait dans le sens de la diffusion et du développement du prestige de la langue allemande dans le monde. Calqués sur les enseignements dispensés par les universités américaines, les cursus perdent toute spécificité et ignorent les travaux scientifiques européens, ou ceux d'ailleurs du reste du monde, hein, en particulier ceux qui sont effectués par ici, au Japon. Ce que l'on constate aussi, ça c'est moins connu, c'est que ces enseignements anglicisés sont conçus comme ayant une perspective globale, hein, puisqu'ils sont censés être internationaux. Ils ne portent pas sur des pays spécifiques, ce qui fait qu'il y a énormément de dimensions qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, les dimensions sociales ne sont pas prises en compte tout simplement parce que pour qu'elles puissent être prises en compte, il faudrait qu'il y ait eu des études spécifiques qui creusent les choses, qui essaient d'approfondir ce qui se passe dans des pays donnés. Si on regarde les choses de manière transversale, eh bien, on voit bien naturellement voir des grands courants économiques et financiers, mais les courants sociaux, eux, les problèmes sociaux, il faut les chercher en profondeur et donc les chercher dans les pays eux-mêmes. Et ça n'apparaît pas dans les cursus. On peut se poser d'ailleurs la question de savoir si ces filières anglicisées sont des filières de formation, ou si elles ne sont pas, en fait, hein, purement et simplement, des filières de formatage, hein, où on forme les étudiants, en fait, à une certaine conception de la société, hein, qui promeut un certain nombre d'idées, de valeurs, une certaine façon de voir le monde, que l'on retrouve d'ailleurs de manière dominante dans un certain nombre de pays, et en particulier aux États-Unis. Alors, quelques mots pour dire également que, fort heureusement, ces questions d'anglicisation des cursus commencent à préoccuper un certain nombre de responsables. Je dirais qu'ils n'ont pas beaucoup préoccupé nos responsables en France, à leurs dépens d'ailleurs. Dans un certain nombre de pays, et c'est le cas en Allemagne, les présidents d'universités, enfin les présidents d'établissements d'enseignement supérieur ont néanmoins essayé de réfléchir à cette question. Alors j'en parle non pas pour prendre forcément l'Allemagne comme exemple, mais parce que c'est le seul exemple que je connaisse
de responsables universitaires qui se sont de très haut niveau, qui se sont regroupés pour essayer de réfléchir aux problèmes qui pouvaient être posés. Alors, ça me semble être un cas de figure intéressant. Ils ont réfléchi à ça d'ailleurs avec les responsables de l'éducation nationale de leur pays, avec également les d'autres niveaux de responsables, l'organisme chargé de la promotion de l'enseignement de l'allemand, de l'enseignement supérieur allemand à l'étranger, et ils ont adopté une politique qu'ils ont appelée ouverture à l'anglais, engagement pour l'allemand, Offen für Englisch, Einsatz für Deutsch, qui est intéressante en ce sens qu'ils admettent naturellement, enfin ils admettent, je ne sais pas si c'est naturel, que la langue allemande, que l'anglais peut être utilisé, peut avoir une influence positive, mais que parallèlement il s'agit d'être prudent et qu'il ne s'agit pas forcément de laisser tomber la langue allemande. Au contraire, il convient de prendre un certain nombre de décisions qui permettent d'une part de faire en sorte que l'allemand reste une langue scientifique et que d'autre part, il puisse y avoir encore dans les universités allemandes une ouverture à d'autres langues. Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'exemple allemand, c'est que cette prise de position des présidents d'établissements d'enseignement supérieur a été confortée par eux-mêmes d'ailleurs dans un document de politique linguistique. Politique linguistique dans les établissements d'enseignement supérieur allemand, on peut le trouver sur Internet, Sprachenpolitik an deutschen Hochschulen. C'est un document très intéressant où ils admettent bien entendu que l'anglais puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des effets positifs sur le recrutement d'enseignement d'étudiants étrangers, mais en même temps, les recommandations qu'ils ont adoptées assignent à des politiques, mettent en évidence ce concept de politique linguistique d'université, ce qui est en soi un élément important. C'est d'ailleurs le seul cas que, là aussi, que je connaisse d'instauration, d'élaboration plutôt, d'un document de politique linguistique universitaire qui a pour objectif de préserver le rôle de l'allemand comme langue d'expression et de transmission des savoirs, et comme autre objectif de garantir une formation linguistique diversifiée et de niveau élevé, incluant la formation en allemand des chercheurs et étudiants étrangers. C'est intéressant, naturellement, puisque ça émane directement des hauts niveaux de l'enseignement supérieur en Allemagne. C'est un texte, en ce qui concerne le document de politique linguistique de référence. Le problème, c'est que la mise en œuvre est laissée à l'appréciation de chaque université. Or, on sait qu'un certain nombre d'universités allemandes ne veulent pas en entendre parler et qu'il n'y a pas de contraintes et d'obligations qui s'y rapportent. Alors, un autre exemple intéressant, si j'ai encore quelques instants à consacrer, un autre exemple consacré à cette, comment dirais-je, à mon intervention, c'est ce qui s'est passé en France, où là, il y a la question est traitée, si l'on peut dire. La question se trouve. La question qui est centrale en France, c'est qu'il y a une loi sur la langue française. Et cette loi sur la langue française, qui date de 1994, porte sur, ou dit en tout cas, que le français, la loi statue que le français est la langue de l'éducation, d'autres langues pouvant y être utilisées conjointement, mais non pas s'y substituer. Or, un assez grand nombre de diplômes avaient été anglicisés
avait été habilité par le ministère et se trouvait en porte-à-faux donc par rapport à cette loi. Donc il y a eu en France une montée au créneau d'un certain nombre de responsables universitaires demandant à ce que l'enseignement supérieur soit retiré en quelque sorte du champ d'application de la loi sur la langue française. Alors, c'est arrivé, ça a été inscrit dans une loi d'orientation de l'enseignement supérieur par le gouvernement actuel. Ça a été inscrit en 2013. Mais ça a soulevé naturellement beaucoup de protestations. Et lorsque c'est arrivé devant le Parlement, ces protestations ont été prises en charge par une bonne partie des parlementaires français qui ont transformé la loi, enfin la proposition de loi, de manière à ce que le français reste comme langue dominante dans l'enseignement supérieur, en statuant de manière très précise que l'anglais pouvait être, ou une langue étrangère pouvait être utilisée, mais à condition qu'elle soit utilisée uniquement de manière partielle. D'une part, et dans des cas de figure bien définis, d'autre part. Et ceci a été adopté. Donc, on peut en France enseigner à partir de cette loi en anglais, mais de manière surveillée, de manière partielle, et il y aura en principe en 2016 un rapport qui sera fait sur la manière dont elle aura été appliquée. Alors, là, dans le cas français est intéressant en ce sens qu'il y a un cadre juridique. Le cas allemand est intéressant en ce sens qu'il y a un document de politique linguistique. Si on associe les deux, on peut considérer qu'un cadre juridique plus un document de politique linguistique, ça peut constituer un cadre intéressant pour les universités. Malheureusement, du côté français, il y a bien un cadre juridique, mais il n'y a pas de document de politique linguistique. Du côté allemand, il y a ce document de politique linguistique, mais pas de cadre juridique. Ça me semblerait intéressant d'avoir ce double cadre. Ça pourrait être une position de référence. Pour l'instant, je ne vois pas nos amis allemands adopter un cadre juridique, mais pourquoi pas. Je vois bien, en tout cas, des initiatives qui devraient être prises en France pour qu'il y ait un document de référence en matière de politique linguistique universitaire. Et les universitaires français qui sont ici, je pense, contribueront de manière la plus efficace, ou en tout cas engagée possible. Voilà, je vous remercie.